Bonjour à tous. Alors, cette deuxième vidéo a pour objectif de traiter du lien entre la science administrative et les matières qui lui sont connexes. Donc, je pense à des matières comme le droit administratif, comme le droit constitutionnel, la science politique, comme les ressources humaines. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut dire, c'est que, et on va donc reprendre ces matières-là une par une, pour pouvoir voir quels sont les rapports qu'ils entretiennent avec la science administrative. D'abord, et vous l'aurez compris tout de suite, le droit administratif. Alors, pour ce qui est du droit administratif, nous allons nous appuyer sur deux définitions. La première définition est une définition de Jacques Chevalier qui définit le droit administratif comme un corps de règles doté d'une spécificité. Bon. Le droit administratif, vous le savez, vous l'avez vu en deuxième année, c'est ce droit qui est un droit dérogatoire, puisqu'il est différent du droit commun. Dérogatoire, pourquoi? Par rapport à son objet, par rapport à sa spécificité, qui est de traiter, qu'il traite de l'administration. Et l'administration dispose de ce qu'on appelle les règles d'exorbitance, c'est-à-dire le droit exorbitant. À partir de là, puisqu'il y a des règles dites exorbitantes, nous sommes dans un droit qui est un droit dérogatoire. Donc, le droit administratif peut être défini de façon simple et presque caricaturale comme étant le droit de l'administration, l'ensemble de règles juridiques qui encadrent l'activité de l'administration. À côté de ça, vous avez les sciences administratives. Les sciences administratives, cette fois-ci, on pourrait prendre une définition de Bernard Gournay qui définit la science administrative comme une branche des sciences sociales qui tend à décrire, à expliquer la structure et les activités des organes qui sont sous l'autorité du pouvoir politique. C'est-à-dire que ici, ce n'est plus les règles juridiques qui sont étudiées, mais c'est le comportement, la façon de s'organiser, la façon de se structurer de l'administration qui est prise en compte par les sciences administratives. Donc d'un côté, vous avez le droit administratif qui s'intéresse aux règles juridiques, et de l'autre côté, vous avez la science administrative qui s'intéresse au comportement, à la façon de s'organiser. Mais vous voyez bien que dans les deux cas, on s'intéresse à l'administration. Dans les deux cas, on s'intéresse à l'administration. Les deux matières, donc, forcément se recoupent, forcément se rejoignent, puisque dans un cas comme dans un autre, on s'intéresse à l'administration. Alors, le problème et la difficulté va rapidement surgir dès lors qu'il sera question de trouver, non pas des points de rencontre, on l'a déjà évoqué, c'est l'administration, mais cette fois-ci des points de dissemblance. Pourquoi? Parce que en France, le droit administratif est abordé spécifiquement sur l'angle de la règle juridique. Et donc, la question de la règle juridique va assez rapidement structurer les recherches sur l'administration. Lorsqu'on entame des recherches sur l'administration, ces recherches sont fondées sur le droit, sont fondées sur la norme juridique. À partir de là, le juge administratif, progressivement, mais vous l'avez vu, va commencer à prendre de l'ampleur, puisque l'administration n'est abordée que sous l'angle juridique, et donc la place du juge administratif va devenir de plus en plus importante. À ce moment-là, le juge administratif va devenir presque comme le concepteur du droit administratif. La science administrative va subir de plein fouet cette influence qui conduit à la fois à l'autonomisation du droit administratif, puisque le droit administratif s'autonomise, puisque l'administration n'est abordée que sous son angle, sous son volet juridique. Évidemment que la science administrative va subir de plein fouet cet envol du droit administratif, et la science administrative ne va être considérée que comme une parcelle du droit administratif. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'abord l'étude des normes juridiques, l'étude de la manière dont le droit s'applique à l'administration, et puis le comportement des agents de l'administration ne sera en réalité que secondaire. Donc cette prise de pouvoir du droit sur l'administration va coïncider aussi à la vassalisation de la science administrative par rapport au droit administratif. Jacques Chevalier résume bien cette phase-là, puisque pour Jacques Chevalier, c'est à partir du moment où les sociologues, c'est-à-dire où les sociologues vont rentrer dans l'étude de la science administrative, à partir du moment où on va peu à peu s'éloigner du droit, que la science administrative va tenter de se réveiller pour s'autonomiser. Donc la science administrative, tant qu'elle est conçue comme
presque une succursale du droit administratif avec la puissance de l'étude sur les normes juridiques, la science administrative n'est conçue que comme une parcelle du droit administratif. C'est seulement lorsque les sociologues vont mettre un accent sur, disons, la sociologie de la science administrative, que progressivement la science administrative va tenter de s'autonomiser. Mais elle sera toujours sous l'influence du droit administratif, dans lequel prime l'étude des normes, l'étude des décisions de justice. Puisque, comme vous le savez, il est souvent dit que le droit administratif est une matière jurisprudentielle. Et puisque dans l'étude de l'administration, c'est d'abord la parole du juge qui compte, c'est d'abord les normes juridiques encadrant l'administration qui comptent, la science administrative va subir cette influence de son encombrant voisin, si on peut le dire ainsi. Donc dans les rapports entre la science administrative et le droit administratif, il y a d'abord cette prise en étau de la science administrative par le droit administratif à cause du fait que le droit administratif est une matière fondamentalement jurisprudentielle, donc du rôle très important du juge, mais il y a aussi la tentative progressive des sociologues d'extirper la science administrative des griffes du droit administratif grâce à une étude plus sociologique du fonctionnement de l'administration. Alors, pour ce qui est des rapports entre la science administrative et la science politique, ici, il y a deux courants doctrinaux qui s'affrontent. Il y a le courant de la distinction et le courant de la confusion. Ceux qui sont partisans du courant de la distinction, eux, ils considèrent que le droit administratif, à l'instar du droit constitutionnel, la science administrative est différente de la science politique. La science administrative est différente de la science politique. Il n'y a pas lieu de pouvoir mêler, de confondre les deux matières. Il s'agit de deux matières différentes avec deux objets différents aussi. En revanche, ceux qui sont les partisans, le courant de la confusion, ceux qui pensent que la science administrative n'est en réalité qu'une partie des sciences politiques, eux, ils considèrent qu'il s'agit de deux facettes de la même réalité. C'est-à-dire, puisque en sciences politiques, là on étudie le comportement des politiques, des gouvernants, mais puisque la science administrative étudie les comportements des administratifs, des agents de l'administration, or, d'après eux, les agents de l'administration ne sont que les exécutants des autorités politiques, et donc la science politique s'étend jusqu'à la science administrative, puisque les agents qui sont censés étudier la science administrative ne sont en réalité que les exécutants, de la décision politique. Donc pour les auteurs de la doctrine de la confusion, science administrative et science politique se confondent, s'étendent, mais se confondent. Alors, autre paramètre ici fondamental, c'est le travail entre... c'est le lien entre la science administrative et le droit constitutionnel. Alors, la science administrative et le droit constitutionnel, c'est une histoire de je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que la science administrative, je vous l'ai dit, rappelez-vous, la science administrative est partie, à l'origine, c'est le droit de la police. C'est le droit de la police. C'est le droit de la police, c'est la police qui est chargée, le droit de la police, ce qu'on appelle l'état de police à l'origine. Et lorsque nous sommes en présence de l'état de police, il est très simple de le comprendre. C'est à peu près ce que nous avons vécu pendant l'état d'urgence. Hein, si vous avez vu l'état d'urgence, l'état de police suppose que les autorités politiques, notamment les autorités administratives, les autorités, le gouvernement, l'autorité politique, plus l'autorité administrative, ont un certain nombre de pouvoirs pour édicter un certain nombre de normes, notamment des normes au niveau de la police administrative. Et la seule limite à l'édiction de ces normes-là, c'est le respect de la loi. C'est ce qu'on appelle l'état légal. Et ce qui conduit, et vous le connaissez déjà, à ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Donc, la France, dont le Congo s'inspire, s'est construit autour du principe de l'égalité, de ce qu'on appelle le légicentrisme. C'est-à-dire que la Révolution française a été actée sous le principe du respect de la loi, de la toute-puissance de la loi. C'est ce qu'on appelle le légicentrisme. Donc, tant que l'état de police se développait, parallèlement à l'état légal, la science administrative
avait prédominance sur le droit constitutionnel, puisqu'en réalité, c'est d'abord la sécurité qui primait sur le respect du droit. La seule limite étant la loi. Donc, une fois que vous avez, par exemple, c'est le cas c'est ce qu'on a assisté, ce à quoi on a assisté pendant l'état d'urgence. Lorsque vous avez une loi qui dit que ça y est, à l'état d'urgence, la police peut désormais, les autorités publiques, la police peut désormais prendre toutes les mesures de police administratives nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire. Et donc, forcément, ça conduit à la violation d'un certain nombre de droits fondamentaux. Donc, pendant toute la période où c'était l'état de police corollaire de l'état légal qui était en vigueur, eh ben, on assistait là à une domination de l'état, de la science administrative sur le droit constitutionnel, puisqu'on était plus dans la recherche de l'attitude des agents administratifs qui étaient chargés d'appliquer la police administrative, et nous n'étions pas, la préoccupation n'était pas la protection ou la défense des droits fondamentaux qui relèvent du droit constitutionnel. Et puis, assez rapidement, on est passé de l'état de police à l'état de droit. À quel moment nous sommes passés à l'état de droit? Lorsqu'il s'est agi, lorsqu'on a affirmé que la volonté générale, c'est-à-dire la loi, ne pouvait véritablement exprimer la volonté générale que dans le respect de la Constitution. À partir du moment où on a conditionné l'état de droit, l'état de police, l'état légal au respect de la Constitution, nous sommes passés de l'état légal à l'état de droit. C'est-à-dire que l'administration, avec ses règles, elle-même est soumise au droit. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Et l'état de droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la soumission de l'administration de tout ce qu'il y a au respect de la Constitution. Donc on revient à des notions que vous avez étudiées en première année, la hiérarchie des normes, la protection des droits fondamentaux. À partir de là, à partir de la création d'un juge constitutionnel chargé de surveiller que la loi respecte réellement la Constitution, nous sommes passés à l'état de droit. À partir de là, le droit constitutionnel a pris de l'ascendance sur la science administrative. Mais ce n'est pas un phénomène qui est simplement valable pour la science administrative, c'est un phénomène qui est valable pour l'ensemble des branches du droit. C'est ce qu'on appelait la constitutionnalisation de l'ensemble du droit, des branches du droit, puisque désormais, toutes les autres matières du droit, que ce soit le droit civil, aussi bien le droit privé que le droit public, doivent respecter la Constitution. Et le juge constitutionnel peut toujours remettre en cause des dispositions qui ont été adoptées dans les branches du droit aussi éparses que le droit fiscal, que le droit des obligations, dès lors qu'elles sont contraires à la Constitution. Donc, que ce soit la science administrative ou les autres branches du droit, ils ont subi la montée en puissance du droit constitutionnel dès lors que on est passé de l'état légal à l'état de droit, c'est-à-dire cet état dans lequel c'était le juge constitutionnel qui était chargé de faire appliquer et respecter la supériorité de la Constitution sur toutes les autres normes juridique. Enfin, le dernier courant, c'est le rapport. Le dernier rapport, c'est le rapport entre la science administrative et les sciences humaines. Ici aussi, on a notamment, ce qui est fondamental de vous dire ici, c'est essentiellement la portée du courant sociologique, parce qu'on a eu affaire ici à la finalité de l'administration. La question qui s'est posée, c'était de savoir quel était véritablement le rôle de l'administration. Est-ce que l'on pouvait se contenter de l'étude du comportement des agents administratifs, ou on pouvait aller au-delà, notamment dans la façon dont l'administration pouvait appliquer, dans les nouvelles techniques de gestion de l'administration. Et c'est ce que je vous avais dit dans l'introduction. On a pu voir ici, on a pu noter les influences, par exemple, des États-Unis. Mais concernant la question du lien ici, en France, ce qui a influencé la société administrative par rapport aux sciences humaines, c'est la question de la bureaucratie. La façon dont l'administration, à un moment donné, crée une sorte de bureaucratie qui l'a permis d'avoir un comportement de résistance, des comportements corporatifs, c'est-à-dire que l'administration s'est organisée de façon à se protéger et presque à progressivement s'autonomiser du pouvoir politique qui était censé être le décideur. Donc, ce sont les questions de bureaucratie, surtout, qui vont être la trame de recherche dans les relations entre la science administrative et les sciences
humaines. La notion de bureaucratie, c'est la notion fondamentale qu'il faut retenir dans le rapport entre sciences administratives et sciences humaines. Bureaucratie dans le sens où on va être dans l'étude des comportements, les services de corps, la naissance d'une corporation de l'administration que l'on va étudier pour voir comment cette corporation s'organise, comment elle s'autonomise et surtout comment elle peut résister aux injonctions du pouvoir politique. Voilà pour ce chapitre, chers étudiants. La vidéo sera dans le groupe bientôt et je serai évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.